Madame Rouquet. J'appelais pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. L'acné, le psoriasis et l'eczéma sont les maladies dermatologiques les plus fréquentes et les plus connues, ce qui n'empêche pas souvent de les laisser évoluer sans prendre avis des professionnels de santé, parce qu'elles ont la réputation de récidiver et d'être incurables, avec des traitements fastidieux et souvent inefficaces. Il ne faut pas oublier que les connaissances progressent et que le médecin dispose aujourd'hui de nouveaux traitements plus efficaces et moins contraignants. Donc, une émission très pratique aujourd'hui. Notre invité est le docteur Delphine Kérob, dermato-vénérologue à Paris et entre autres à l'hôpital Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. Alors, comment la dermatologie va-t-elle sortir des divers confinements avec la négligence déjà en dermato, paraît-il, pour aller consulter? Alors c'est vrai que depuis un an, les patients ont eu certaines difficultés à avoir des rendez-vous en consultation de dermatologie. D'une part parce que les cabinets étaient fermés pendant le premier confinement et puis d'autre part parce qu'après, avec toutes les mesures sanitaires, eh bien, les rendez-vous sont plus espacés et donc plus difficiles à obtenir. Et enfin parce que parfois les patients ont aussi un petit peu d'appréhension, aller dans un cabinet médical, parce qu'ils avaient peur de s'infecter. Donc, ce qu'on voit, c'est souvent des retards diagnostiques ou des maladies un petit peu plus sévères. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est des nouvelles dermatoses qui sont aussi aggravées par les mesures de protection liées au Covid. Alors, on ne va pas du tout parler aujourd'hui donc au dermato, qui est pourtant une de vos spécialités. Là, je suppose que toutes les maladies dont on va parler, il n'y a pas vraiment perte de chance, mais sur celle-là, il y a perte de chance à ne pas consulter. Ah, c'est sûr. Sur l'oncodermatologie, les retards diagnostiques, évidemment, entraînent effectivement un risque de récidive plus important. Et vous avez raison de le souligner. C'est malgré tout important de continuer à communiquer sur les risques de ces pathologies cancéreuses cutanées qui ne sont pas douloureuses, hein, donc les patients ne s'inquiètent pas toujours, mais il faut consulter dès qu'on a une lésion qui est suspecte. Alors ça va revenir fort, vraisemblablement à la fin du confinement, et on constate que la dermatologie et les dermatologues sont difficiles d'accès en ville. Il y a beaucoup qui refusent des patients, de nouveaux patients, on voit même sur des plaques, des affiches parfois, on refuse de nouveaux patients par exemple. Donc comment faire concrètement quand on a un patient, qu'on a des maladies qui sont peut-être pas forcément douloureuses et qu'on doit accéder à un dermatologue? Alors vous avez raison, hein, je pense que c'est un vrai problème. À l'hôpital Saint-Louis, on voit de plus en plus de patients qui n'arrivent pas à trouver de rendez-vous de consultation de dermatologie. Alors en principe, plus en banlieue, on va dire parisienne ou dans les provinces, et qui arrivent à l'hôpital Saint-Louis directement. Or, c'est vrai que l'hôpital, c'est quand même un endroit qui doit sélectionner les patients les plus graves. Et donc, on a quand même un problème aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi de bien former les généralistes au dépistage et puis d'éduquer les patients aussi à reconnaître des lésions qui sont suspectes. Moi, je dis toujours à mes patients, reconnaître un mélanome d'un grain de beauté, c'est un petit peu, et j'emprunte ça au professeur Jean-Jacques Grob de Marseille, c'est apprendre à reconnaître un enfant, un requin et un dauphin. Hein, donc on montre quelques images à des patients et je pense que des campagnes d'éducation peuvent aussi permettre aux patients de reconnaître eux-mêmes des lésions suspectes et de consulter, d'essayer de demander un rendez-vous plus rapide. Puis il y a aussi l'essor de la télédermatologie qui va aussi prendre pas mal de place et qui peut aussi permettre de trier les patients. Ça ne résout pas tous les problèmes de dermatologie, mais c'est vraiment un bon outil de triage pour dire, voilà, c'est grave, c'est pas grave, ça nécessite une consultation en urgence ou pas. Mais dans certaines régions de France, les dermatos ne sont même pas accessibles. Donc vous ne les avez pas au téléphone, vous ne pouvez pas du tout les joindre, ni les secrétariats, ni rien. Jusqu'où la déontologie, jusqu'où c'est déontologique, jusqu'où peut-on accepter le refus de soins ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de refus de soins. Je pense que c'est plus un problème de démographie médicale. Et c'est pour ça qu'il faut absolument développer de nouveaux outils, éduquer les généralistes pour aussi faire ce dépistage, et puis éduquer les patients pour reconnaître effectivement des lésions qui seraient suspectes. Évidemment, sans oublier la prévention à un primaire qui est la protection solaire. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, quand un généraliste envoyait un patient à un dermatologue, il ne le revoyait pas. C'est-à-dire que ça se traitait directement dermatologue-patient qui revoyait les... Et les généralistes se sont, à cause de ça, par un moment, désintéressés de ces pathologies-là, qui sont mal enseignées en plus. Donc là, aujourd'hui, il faut dire à nos confrères qui nous regardent, formez-vous à la dermatologie, c'est pas extraordinairement compliqué, je suppose. Et ça peut rapporter beaucoup à votre patientèle. C'est à la fois simple et compliqué, hein, sinon on ne ferait pas nos études de spécialité. Moi, ça fait plusieurs années que je participe à l'enseignement de dermatologie aux médecins généralistes, avec une participation au congrès des Journées nationales de médecine générale. Et il y a toujours un engouement très fort des généralistes pour apprendre la dermatologie, puisque tous les patients qui ont des problèmes de peau sont au cabinet du généraliste, hein, qu'ils aient de l'acné, de l'eczéma, des infections cutanées ou des cancers de la peau, ils passent par le généraliste. Donc c'est sûr que le généraliste est vraiment un médecin clé dans le dépistage et l'orientation vers le dermatologue pour les pathologies les plus graves ou les lésions les plus suspectes. Est-ce que vous pouvez développer la téléconsultation, mais à disposition du généraliste qui hésite? Parce qu'en fait, la plupart des infections cutanées, les généralistes, ça va à peu près faire la différence. Mais quand ils hésitent, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui avoir une téléconsultation en direct avec le patient et un dermatologue? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. C'est une très bonne idée. Je pense que c'est mis en place sûrement dans certains centres. Personnellement, hein, j'ai mon réseau de généralistes qui m'envoient régulièrement des photos. Oui. Et je pense que tous les dermatologues sont les mêmes. Hein. On a une collection de photos sur nos téléphones portables qui viennent soit de patients directement, soit de collègues qui vont nous demander notre avis sur des lésions et donc permettre d'orienter le patient. Et les dermatologues font des gestes techniques que les généralistes ne font pas. Brûler des verrues, par exemple, un généraliste ne le fait pas. Est-ce que sur ce genre d'acte simple, je ne vais pas généraliser ce que font les généralistes. Je pense que ce n'est pas très compliqué de brûler une verrue. Il faut juste avoir de l'azote liquide à son cabinet. Par contre, pour des gestes plus techniques, comme des biopsies de peau sur certaines lésions qui sont de diagnostic difficile, ou des exérèses de grains de beauté ou de tumeurs, je pense que peu de généralistes le font. C'est plutôt des actes de dermatologues. Alors vous verrez, on a des questions très à la fois techniques et à la fois des questions grand public parce que c'est intéressant d'avoir votre avis. On ne va pas parler des cancers, ça on l'a bien dit. Est-ce qu'il y a quand même dans les autres pathologies, et pas des pathologies rarissimes, des pathologies qui ne peuvent pas attendre? Est-ce que l'acné ne peut pas attendre? Est-ce que le psoriasis ne peut pas attendre? Alors tout dépend en fait de l'impact de ces pathologies sur la qualité de vie des patients. Et je pense que ça c'est un domaine qui est aussi très intéressant, c'est vraiment d'évaluer le fardeau de ces pathologies et l'impact sur la qualité de vie. Une acné peut avoir un impact terrible sur un adolescent et entraîner des idées suicidaires. Et là, il y a urgence à prendre en charge. Vous voyez, et c'est pareil pour un eczéma atopique ou un patient qui va avoir un eczéma atopique sévère et qui va se gratter toute la nuit, toute la journée, va avoir un impact très important sur sa qualité de vie et donc sur son niveau d'anxiété, de stress et de dépression. Donc ils ont fait quoi, tous ces cas-là, pendant les confinements Alors, il y a eu quand même la télédermatologie qui a commencé avec le premier confinement. Heureusement, c'est vrai que ça a été un outil très, très utile pour effectivement drainer ces patients les plus sévères. Et voilà, on a continué quand même à travailler avec les patients grâce à cette télédermatologie. Et puis, les patients les plus sévères ont pu revenir en consultation derrière. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que les patients sachent qu'ils ont accès à des nouveaux traitements. Et je pense en particulier au psoriasis.
Je crois qu'on voit encore trop souvent des patients qui ont des psoriasis qui impactent énormément leur qualité de vie, voire qui ont des atteintes articulaires et donc qui peuvent impacter même leur fonction articulaire et de façon définitive, et qui traînent avec des traitements locaux qui sont pas toujours efficaces ou qui sont temporairement efficaces et puis qui vont être très frustrants parce qu'on tourne avec les mêmes molécules, alors qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux traitements, des biologiques qui sont remarquablement efficaces et qui ont transformé vraiment la prise en charge de ces pathologies chroniques et invalidantes. C'est précisément pour ça que vous êtes là et qu'on va voir psoriasis dans un instant. Alors, est-ce qu'un effet de la Covid, ça a été de porter des masques? Quel a été donc cet effet des masques sur les pathologies dermatologiques et au premier rang desquelles celles sur le visage, bien entendu? Oui, alors ça c'est aussi très intéressant parce qu'effectivement on a vu un peu arriver cette notion d'acné sous le masque qui a été appelée par les consommateurs masque-nez, mais aussi des poussées de rosacée, de dermatite faciale. Et il y a une étude assez récente qui a montré qu'en fait le masque entraînait une perte en eau, un érythème, une sécheresse de la peau. Donc vraiment, il y a un impact fort, et d'ailleurs qui est plus fort avec les masques chirurgicaux qu'avec les masques FFP2, et qui explique probablement effectivement ces poussées de dermatose inflammatoire qu'on voit plus souvent avec le masque, et puis ces poussées d'acné. Effectivement, pour lesquels les patients commencent à consulter et se poser des questions. Donc ça veut dire que ce concept totalement féminin d'hydratation de la peau, c'est pas du tout un concept féminin, ça doit aussi être fait par tout le monde, y compris les hommes? Alors ça devrait être fait par tout le monde, parce qu'en fait, c'est pas seulement les masques, mais c'est notre environnement quotidien qui agresse notre peau. À la fois, surtout dans nos villes, non seulement les UV, la pollution, mais aussi le stress qui va entraîner une altération de la barrière de la peau. La nutrition a un impact aussi important sur la qualité de notre peau. Oui, j'allais dire l'hydratation, on dit toujours que c'est quand même l'alimentation qui est le premier facteur. Et s'hydrater la peau, c'est se mettre sous la douche pendant une demi-heure le soir, prendre des produits hydratants, c'est quoi? Non, c'est vraiment déjà avoir une vie équilibrée, effectivement une nutrition équilibrée, parce que si on a une nutrition déséquilibrée, on va avoir une peau qui risque d'être asséchée. Donc vraiment d'essayer d'avoir une vie équilibrée, et puis aussi de l'hydrater par l'extérieur, parce que ça ne suffit pas de l'hydrater par l'intérieur, surtout à certains âges de la vie. Mais avec on quoi? fabrique... Alors, avec des dermocosmétiques qui vont pouvoir nourrir la peau de l'extérieur. C'est vrai qu'avec l'âge, on va perdre un petit peu notre faculté à synthétiser des lipides de la peau qui sont aussi notre protection naturelle contre les agressions extérieures et qui vont être responsables de cette hydratation. Donc il faut compenser. Voilà. Alors si on regarde l'évolution de l'homme, est-ce qu'on peut dire que la peau des anciens était meilleure de par les intempéries, de par l'extérieur, plus solide que celle d'aujourd'hui, soumise à de multiples facteurs que vous venez d'exposer? Alors peut-être que la peau de notre génération est plus soumise à des agressions, on va dire, extérieures et internes que peut-être il y a 100 ans ou 200 ans ou plus, non seulement donc avec les UV, mais la pollution. On sait aujourd'hui que la pollution, ça altère la barrière de la peau. Ça entraîne aussi un stress oxydatif qui va avoir pas mal de conséquences, qui va entraîner aussi, par exemple, des taches. On sait aujourd'hui qu'il y a des études qui montrent que la pollution, en plus des UV, va entraîner des taches et un vieillissement accéléré de la peau. Et puis, il y a le stress. Je crois que le stress aussi altère notre peau, sa composition, et puis va accélérer le vieillissement de la peau, puis peut induire aussi des pathologies inflammatoires. Il y a une connexion très forte entre la peau et le système nerveux. C'est pas pour rien en fait que ça vient du même tissu embryonnaire, le neurectoderme. Et donc on voit que le stress impacte énormément la peau, va entraîner des poussées d'acné, de psoriasis, d'eczéma, mais que les troubles psychiques aussi entraînent des pathologies de la peau. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prend en compte. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'avait aussi séduit dans cette spécialité de dermatologie, c'est à la fois cette composante psychique de la spécialité. Oui, je dis toujours qu'à Saint-Louis, moi j'ai rencontré des dermatologues de Saint-Louis qui ne font que de dermatospsie et qui expliquent qu'au départ, on a traité la peau
comme la peau sans penser que c'est du tissu quelque part neuro, la peau. Hein. C'est le norectoderme. Voilà. Et donc, vous avez été pendant des générations des Indiens, hein. C'est-à-dire que vous transformiez tous vos patients avec des couleurs, c'était parfait, ça ne résolvait pas le problème, alors que souvent, le problème était là. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas dissocier les deux composantes. Et puis, je vous disais, voilà, quand on prend en charge un patient qui a de l'acné, si on veut revenir à l'acné, eh bien, il faut prendre en charge cette composante psychologique parce que ça va aussi influencer le choix des traitements. On va avoir des choix beaucoup plus agressifs si l'impact psychologique est fort que si l'impact psychologique est inexistant. Typiquement, un adolescent qui a de l'acné et qui n'est pas du tout gêné, parfois, il faut même se poser la question, est-ce qu'on lui donne un traitement ou pas? Parce que lui donner un traitement, c'est aussi s'assurer que derrière, il va le mettre pour avoir une efficacité. Or, s'il n'est pas motivé, parce que ça ne le gêne pas, il ne le mettra pas. Donc, tout ça, il faut discuter de ça avec les ados, avec les parents, et c'est ce qui est aussi intéressant. Et à contrario, on peut aussi avoir des jeunes femmes, parce qu'on voit de plus en plus d'acné chez les femmes adultes, des jeunes femmes qui vont avoir de l'acné encore à 30 ans et qui vont être très impactées parce qu'elles ont encore quelques boutons. Et là, elles ont vraiment besoin d'être aidées. Et pourquoi on voit de plus en plus de femmes de cet âge qui développent de l'acné? Alors, peut-être qu'il y a une influence de nos modes de vie, hein, de la nutrition, de la pollution, du stress, des hormones aussi. Ça, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de femmes avec de l'acné. C'est jusqu'à 40% des femmes qui peuvent encore avoir de l'acné à l'âge adulte, ce qui est beaucoup. Ce qui augmente. Et on sait que l'acné, évidemment, à la base, c'est lié aux hormones. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a un rôle d'autres facteurs qu'on appelle ces facteurs de l'exposome, hein, qui sont toutes ces expositions auxquelles notre corps est soumis, on va dire, de la conception jusqu'à notre fin de vie, et qui sont des facteurs externes comme les UV, la pollution, le tabac, des facteurs internes comme la nutrition, le stress, voilà, plus évidemment les hormones. Donc tous ces facteurs sont à prendre en compte quand on prend en charge quelqu'un qui a de l'acné, pour essayer de comprendre d'où vient cette acné. Est-ce que c'est simplement hormonal? Chez les femmes adultes, il faut qu'on trouve aussi s'il n'y a pas des dérèglements hormonaux, des hyperandrogénies. Donc on est parfois amené à faire des tests biologiques pour comprendre si il y a un dérèglement hormonal au niveau des ovaires, des surrénales, et faire parfois des tests et puis prendre en charge après de façon appropriée ces patientes. L'hérédité reste toujours une des premières causes? L'hérédité, c'est une cause. Hein. Quelqu'un qui a eu dont les patients ont eu un acné sévère avec des cicatrices, par exemple, va avoir plus de risques d'avoir des cicatrices d'acné. Alors là encore, c'est aussi un facteur de gravité quand on prend en charge de l'acné. Il y a l'impact psychologique, mais il y a le risque de cicatrices, parce que les cicatrices d'acné sont parfois définitives. Et ça, c'est quelque chose qui va nous pousser à traiter de façon plus agressive et plus tôt un patient qui a de l'acné si on voit qu'il y a ce risque de cicatrice. Alors, ce que vous avez décrit tout à l'heure sur stress, alimentation pas toujours terrible, tout ça, ça milite pour que l'acné ait flambé pendant les périodes de confinement. Avec un seul avantage, c'est que sortir avec un masque, oui, ça soulage sans doute beaucoup les acnéiques. Mais là, on a une explosion de l'acné ou pas ? Alors, une explosion, je ne pense pas qu'on puisse parler de ce mot-là. Par contre, c'est vrai qu'on a vu plus de poussées d'acné sous le masque, hein, ces masques-nés, ces fameuses masques-nés telles qu'elles sont décrites par les consommateurs ou les patientes, et aussi plus de rosacée. En fait, toutes les dermatoses faciales qui étaient peut-être pas très importantes avant peuvent être majorées par le masque. Et donc, oui, on a vu plus de patientes consultées avec ce genre de problème, mais sans parler d'une réelle explosion. Et quel conseil donneriez-vous aux médecins traitants, aux médecins généralistes qui nous regardent, quant à la conduite à tenir face à ces demandes ?
Alors, face à ces demandes, c'est assez simple. Déjà, il faut quand même recommander le masque, parce que ça fait partie des bases des protections sanitaires. Donc, surtout, ne pas le retirer, en tout cas quand les gens sont exposés à des contacts sociaux. Peut-être favoriser effectivement à l'intérieur le fait de ne pas porter le masque et puis avoir des soins cutanés avec des nettoyages, avec des produits appropriés, puis des traitements quand il y a des pathologies, quand il y a de l'acné qui va être inflammatoire, avoir des traitements spécifiques, donc des médicaments soit topiques, soit oraux, en association avec ces dermocosmétiques. On va y aller progressivement. Les topiques, qu'est-ce que vous conseillez? Les rétinoïdes ont changé quand même beaucoup le profil de l'acné, non? Le rétinoïde, c'est la fondation du traitement de l'acné, comme je le dis. La lésion élémentaire, c'est une lésion qu'on appelle rétentionnelle, qui va être soit un comédon, soit un kyste fermé. Et puis ensuite, vont autour apparaître des lésions inflammatoires, donc ces boutons, ces papules, ces pustules, et puis éventuellement entraîner des cicatrices. Donc, je dirais que quand on a une acné, vraiment, on regarde, sa sévérité, et deux, le type de lésion qu'on a, c'est-à-dire est-ce que ça va être des lésions plutôt rétentionnelles, plutôt inflammatoires, est-ce que c'est les deux? 3, est-ce qu'il y a des cicatrices? 4, on regarde l'étendue aussi de l'acné, est-ce que c'est une acné qui est au niveau du visage ou plus au niveau du visage et du tronc. Dans les lésions inflammatoires, il faut regarder évidemment s'il n'y a pas des nodules, qui sont ces lésions beaucoup plus importantes. Attendez, on va y aller, parce que là, on décrit l'acné, mais on ne décrit pas le traitement. Je suppose que quand il y en a partout, le traitement topique est moins important que le traitement Péros. Déjà, les rétinoïdes, il faut les donner le plus tôt possible. Et quelles sont les contre-indications? Alors, il y a les rétinoïdes, donc je vous parlais Je parle des topiques. Oui, non, voilà. Je vous parlais de l'acné et de l'évaluation parce que de là, on va décider quel traitement. Est-ce que c'est un topique seul, un topique plus un systémique ou simplement de l'isotrétinoïde? Alors, si on parle de rétinoïdes, il y a les rétinoïdes topiques. Alors, on va commencer à parler de ces rétinoïdes topiques. La seule contre-indication, c'est les grossesses. On n'a pas le droit de les utiliser pendant les grossesses. Et en dehors de ça, on utilise ces rétinoïdes dans les formes rétentionnelles, inflammatoires ou mixtes de l'acné, puisque la lésion élémentaire, c'est cette lésion rétentionnelle, et donc il va falloir exfolier. C'est donc tous les acnés? Donc en principe, c'est toutes les acnés, sauf celles qui vont être traitées par isotrétinoïdes, qui sont les rétinoïdes systémiques, où on ne mélange jamais les deux. Et donc comment on fait? On utilise ces rétinoïdes le soir, qui vont être soit seuls, soit combinés à un anti-inflammatoire s'il y a des lésions inflammatoires. Donc aujourd'hui, on peut les utiliser avec 2 produits différents ou dans des combinaisons fixes qui sont sur le marché. Et on les utilise, moi je recommande toujours de commencer un soir sur 2. Pourquoi? Parce que ces rétinoïdes sont assez irritants sur la peau, ils sont exfoliants. Et c'est ce qu'on leur demande de faire, c'est d'exfolier un peu ces orifices pilosébacés qui sont bouchés, pour que la glande puisse s'évacuer normalement. Mais si on les utilise tous les soirs dès le départ, ils vont être irritants et les patients vont être un peu déçus du traitement. Et puis ils vont le mettre à la poubelle, ils vont dire « j'en veux pas ». Donc on explique aux patients, commencez le soir, commencez un soir sur 2 les 2 premières semaines et ensuite mettez-les tous les soirs. En parallèle, il faut hydrater la peau le matin. Parce que si on n'hydrate pas la peau, pareil, il va y avoir une irritation, une déception des patients vis-à-vis du traitement. Donc c'est très important ça. Et puis enfin, il ne faut pas oublier de protéger sa peau du soleil. Parce que le soleil, c'est un faux ami de l'acné. Si vous voulez, pourquoi on dit que c'est un faux ami? On sait que le soleil, les UV, ont un effet anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'on les utilise pour traiter des psoriasis, des dermatites atopiques. La photothérapie, c'est à base d'UV. Mais par contre, ça va épaissir la peau et donc boucher ces orifices pilosébacés. Donc on a des poussées d'acné en général à la sortie de l'été. Donc il faut protéger du soleil. Ça dure combien de temps un traitement pour l'acné? Alors, j'adore cette question parce qu'évidemment, les patients nous la posent toujours et je leur réponds en faisant un schéma, en leur disant que ça commence en général à la puberté et que ça se termine. Je fais une flèche comme ça et je mets un grand point d'interrogation. Ah oui, vous êtes... Voilà, vous donnez le moral. Mais on est passé des topiques sur la durée, mais on n'a pas parlé des médicaments Péros. C'est les isorétinoïdes que l'on donne. Alors, à quel moment vous les donnez? Alors, dans les traitements Péros, il n'y a pas que l'isotrétinoïne. L'isotrétinoïne, c'est vraiment un médicament remarquablement efficace dans l'acné, mais qu'on donne, on va dire,
soit en dernier recours, quand on a vraiment utilisé tous les traitements et qu'ils n'étaient pas assez efficaces, soit quand il y a un risque important de cicatrice. Avant les isotrétinoïdes, et on va en parler, voilà, je suis tout à fait partante pour en parler, mais il y a d'autres traitements systémiques, par exemple... Le temps passe et on ne va pas pouvoir aborder les autres si on ne se débarrasse pas de l'acné. Je vais aller rapidement, mais il y a le zinc, voilà, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Le zinc. Voilà, mais ça peut parfois solutionner des petites acnées avec peu d'inflammation. Il y a les antibiotiques systémiques, mais qu'on ne donne en général pas plus de 3 mois. Les hormones. Évidemment, les hormones, voilà, la contraception. Et puis voilà, quand ça n'a pas marché, on passe à l'isotrétinoïne. On profite de la contraception chez une femme acnéique. On met une femme acnéique sous contraception, justement, à la fois pour lui faire une contraception si elle est d'accord, et lui donner un traitement. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où on avait moins de restrictions avec les contraceptions, avec des anti-androgènes de type Diane-35, Androcure, on prescrivait plus facilement ce type de traitement pour les acnés. Aujourd'hui, je crois que ça doit être vraiment réservé aux femmes qui ont besoin d'une contraception. Et puis surtout, la contraception, on va la mettre en place quand on va commencer l'isotrétinoïne. Ou alors dans le cadre d'acné qui sont liées à une hyperandrogénie où il y a vraiment besoin de réguler les hormones. Une dernière question sur l'acné, parce qu'on va passer au psoriasis. Vous avez expliqué à Nicolas que vous faisiez une courbe marquée avec un point d'interrogation. D'accord, moi je veux bien, mais je peux vous demander aussi le pourcentage de guérison? Alors tout le monde guérit, hein. De l'acné, ça c'est sûr. C'est-à-dire, il n'y a qu'à regarder dans le métro les gens qui ont plus de 60 ans, il n'y a plus personne qui a de l'acné. Tout le monde guérit. L'isotrétinoïne, c'est, on va dire, le seul médicament qui est capable de guérir plutôt l'acné que la nature elle-même. Hein. Il y a un moment où la nature, elle fait que ça guérit. Et donc, c'est pour ça, le pourcentage de guérison sous isotrétinoïne, si c'était une question que vous aviez aussi en tête, on va dire, c'est à peu près 80%. C'est-à-dire, il y a 20% de récidives. C'est beaucoup, hein. Et puis, les récidives, et pourquoi on ne le donne pas systématiquement alors avec des tels taux de guérison? Parce que c'est quand même, il y a quand même des contraintes et des risques. Et le principal risque, c'est la tératogénicité de ce médicament. Donc chez la femme, vraiment, on y va avec grande précaution, puis on a des règles très strictes à respecter. De contraception, de tests de grossesse tous les mois, il faut faire signer un consentement, etc. Chez l'homme alors chez l'homme, il y a moins de contraintes, puisqu'il n'y a pas ce risque de tératogénicité. Mais malgré tout, on le donne, on va dire, le plus tard possible, ou quand il y a un risque de cicatrice ou une acné très sévère, les acnés conglobata. Pourquoi? Parce que si on le donne trop tôt dans l'histoire naturelle de l'acné, eh bien, il y a des récidives. Et c'est quand même assez contraignant. C'est des traitements qu'on va donner pour 6, 9 mois, parfois 12 mois en fonction de la tolérance, où on doit quand même faire des surveillances biologiques parce qu'il peut y avoir des augmentations du cholestérol, des triglycérides. Il y a une photosensibilité. Il y a des risques potentiels de dépression. En tout cas, on surveille. Il y a eu pas mal de controverses à ce sujet-là. Donc, on surveille les patients de façon beaucoup plus rapprochée. Ils ont la contrainte d'un traitement oral avec, évidemment aussi, je n'ai pas parlé de la sécheresse cutanée des muqueuses, mais ça fait partie du mode d'action. Et c'est une prescription d'un médecin traitant ou c'est nécessairement un dermato sur les isotrétinoïdes? Alors, c'est le dermatologue qui va prescrire l'isotrétinoïde. Oui. J'ai bien compris, il y en a certains qui vont pouvoir attendre. Il y a énormément de questions sur l'acné. J'essaye de passer sur le sujet, mais je me dis, on a oublié de dire, le recours au psy, c'est quelque chose qu'on doit utiliser, non? Alors, le recours au psychologue, évidemment, il est nécessaire s'il y a un impact très fort de l'acné sur le psychisme. Et puis, quand on... Ça doit être la règle, non? Ça va être la règle, mais quand on arrive à améliorer les patients avec nos traitements, on voit que le psychisme aussi s'améliore. Les cicatrices, vous arrivez à les enlever ou pas? Alors, toutes, non. On ne peut pas toutes les... Donc, c'est pour ça qu'il faut... Ce qui est très important, c'est la prévention des cicatrices. Donc, c'est détecter le plus tôt possible les acnés qui sont à risque de cicatrices pour pouvoir les traiter le plus vite possible. Donc, message pour le jeune acnéique, beaucoup d'espoir, en se disant qu'au pire, il sera guéri à 60 ans et donc la vie pourra commencer. Non, je ne pense pas qu'il faille garder ce message. Je crois qu'on a des traitements qui marchent bien aujourd'hui et qui, utilisés de la bonne manière, donnent des très bons résultats. Il faut souvent être patient quand même avec l'acné parce que ça prend plusieurs mois.
Mais voilà, on arrive à bien traiter les patients. Et vous conseillez aux dermatos d'ouvrir leur cabinet quand même pour les acnés graves. Voilà. Ah mais bien sûr, oui. Bon, il nous reste 10 minutes pour faire l'eczéma et surtout le psoriasis. Parce que je suppose, Nicolas, vous êtes comme moi, vous avez entendu dire qu'il y avait des grosses nouveautés dans le psoriasis. Lesquelles ? Alors, ça fait déjà plusieurs années que le psoriasis est une pathologie qui a été révolutionnée par l'arrivée des biologiques. Donc, ce sont ces médicaments c'est des anticorps monoclonaux qui vont cibler certaines molécules qui sont clés dans la pathophysiologie du psoriasis, comme le TNF-alpha et puis maintenant l'IL-17, l'IL-23. Et qui ont révolutionné la prise en charge de ces patients parce que vraiment les taux de... Alors, on ne va pas parler de guérison, mais d'amélioration sont spectaculaires. Notre critère d'évaluation du psoriasis, c'est ce qu'on appelle le PASI. Et donc, avant, quand on améliorait de 50% ce PASI, on était très content. Aujourd'hui, on améliore à 100% ce PASI avec nos nouveaux biologiques. Alors, ce sont des traitements aussi qui sont prescrits par les médecins hospitaliers qui peuvent ensuite être renouvelés en ville, mais qui sont vraiment un espoir majeur pour ces patients qui ont du psoriasis. Et je crois que c'est ça le message que je voudrais passer aux médecins généralistes, c'est qu'aujourd'hui, le psoriasis, c'est une pathologie qu'on sait traiter. On ne la guérit pas, parce qu'évidemment, ces traitements doivent être pris au long cours, mais on a tellement d'armes thérapeutiques. Alors, il y a les traitements topiques pour les formes très peu sévères, et puis il y a les médicaments oraux, puis maintenant, il y a ces biologiques qui ont en plus des profils de sécurité de plus en plus meilleurs maintenant, et donc qui peuvent résoudre beaucoup de ces atteintes sévères, à la fois cutanées et même articulaires. Nicolas. Ces médicaments sont accessibles à tous les patients, parce que c'est une maladie qui est quand même assez tous prévalente. La psoriasis, c'est pas... Alors, le psoriasis, c'est jusqu'à 5% de la population. Alors, tous n'ont pas des formes sévères. Donc, les formes sévères, ça va être les formes qui sont étendues avec une surface de la peau de plus de 20%, ou des atteintes articulaires, ou parfois des atteintes très invalidantes. C'est-à-dire qu'un psoriasis au niveau des mains, qui va être visible, qui va avoir aussi une atteinte des ongles très importante, peut nécessiter un traitement systémique. Quand parfois un traitement qui va toucher 20% de la surface corporelle, mais sur des surfaces cachées, ne nécessitera pas de traitement systémique parce que le patient n'en ressentira pas le besoin. Dites-moi, il y a des gens qui sont très gênés par psoriasis dans les cheveux, par exemple, et pour qui ce n'est pas évidemment une préoccupation de tous les jours, mais elle est où la limite pour prescrire ces médicaments qui marchent ? Alors, c'est ce que je vous disais, la surface, la sévérité de l'atteinte avec les atteintes, et puis l'impact sur la qualité de vie. On évalue aussi l'impact de ces pathologies sur la qualité de vie, et ça, c'est quelque chose qui peut nous pousser à traiter de façon plus agressive des pathologies qui, même si elles ne rentrent pas dans le cadre des surfaces de plus de 20%. Vous avez parlé des TNF, des interleukines, ce sont des médicaments chers ou pas ? Oui, c'est des médicaments qui sont aujourd'hui très chers et donc qui doivent être prescrits, on va dire, une fois qu'on a vraiment utilisé d'autres traitements systémiques qui sont plus anciens et beaucoup moins onéreux, mais moins efficaces. Par exemple, le soriatane, encore un rétinoïde systémique, le méthotrexate, la photothérapie. Il faut essayer tout ça avant de passer... Il faut en essayer au moins 2 avant de pouvoir passer à ces traitements biologiques. Et là encore, c'est quand même l'hôpital, le dermato, qui tient le stylo. Le médecin généraliste, quand ça commence à se compliquer, il n'a pas souvent le stylo à la main. Alors, il n'a pas le stylo pour ce genre de traitement, mais il a quand même aussi la possibilité de dire à son patient « il y a des solutions aujourd'hui ». Et donc, je vous adresse à un dermatologue qui va vous prescrire. Mais il faut voir que c'est vrai que, par exemple, le méthotrexate, c'est un traitement qu'on peut prescrire, que le médecin généraliste pourrait prescrire aussi, le soriatane aussi. Mais c'est vrai que parfois, il y a des hésitations à prescrire ces médicaments parce qu'il y a des risques de toxicité, des surveillances biologiques. Et donc, pour des psoriasis sévères, c'est vrai que certains médecins sont plus confortables à envoyer en médecine hospitalière, mais les dermatologues de ville prennent aussi en charge ces patients-là, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Un généraliste me disait que le psoriasis fatigue. Pourquoi ?
Alors, pourquoi le psoriasis fatigue? C'est vrai qu'il y a des comorbidités qui sont associées au psoriasis, et parmi ces comorbidités, il y a les comorbidités cardiovasculaires. Alors, la principale, c'est les atteintes articulaires. Il y a aussi l'obésité, ces pathologies cardiovasculaires, des syndromes anxieux, dépressifs, et c'est peut-être ça qui fatigue. Aujourd'hui, on dit que le psoriasis, c'est une maladie systémique. On passe à l'eczéma, hein, parce que le temps passe. Alors l'eczéma, grosse maladie, c'est quoi pathologies très fréquentes? Quels ont été les progrès thérapeutiques ces 5 dernières années? Alors, ces dernières années, c'est vrai que les progrès thérapeutiques, là encore, c'est l'arrivée de nouveaux biologiques qui améliorent ces eczémas sévères. Donc, ce sont des injections. Et qui améliore non seulement les atteintes inflammatoires de l'eczéma, donc ces plaques rouges qui grattent, mais aussi les démangeaisons qui sont très très invalidantes pour les patients, à la fois en journée mais pendant la nuit, qui les empêchent de dormir. On n'est pas encore au niveau d'efficacité qu'on a eu avec le psoriasis, là, avec ces derniers biologiques, mais on améliore quand même énormément la prise en charge de ces patients. Avec ces nouveaux anticorps monoclonaux, puis d'autres qui arrivent. Vous donnez là aussi des anticorps monoclonaux, voilà, je suppose dans les eczémas sévères. Dans les eczémas très sévères, évidemment, il y a d'autres traitements avant qu'on peut utiliser avant de passer à ces anticorps monoclonaux. Et pareil, hein, il y a des traitements topiques, des traitements systémiques, et puis oraux, et puis ces anticorps monoclonaux. Vous prononcez assez rarement le mot guérison, vous les dermatologues, hein. Alors, je l'ai prononcé pour l'acné. Pour l'eczéma, il y a des guérisons spontanées avec l'âge aussi. L'eczéma, c'est plus une pathologie de la petite enfance qui souvent guérit au moment de l'adolescence. Mais malgré tout, il reste quand même des patients adultes qui ont des eczémas et des eczémas sévères. Le psoriasis, c'est une maladie chronique, hein, donc il y a une prédisposition génétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de guérison. On peut avoir des rémissions qui peuvent être même prolongées avec l'arrêt des biologiques, mais des risques quand même de récidive. Allez, 2 questions pour finir. Les brûlures. Alors les brûlures, est-ce qu'elles ont été correctement prises en compte pendant le Covid? Parce que la brûlure, c'est quand même un accident du quotidien qui est assez fréquent. Alors c'est vrai que ce sont des accidents domestiques. Hein. Il y a quand même beaucoup de brûlés aujourd'hui en France. Alors, est-ce qu'il y a une augmentation pendant le confinement? Ça, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'études épidémiologiques en tête, mais ça reste de toute façon un vrai problème, ces brûlures. Et 70% hein, sont liés à des accidents domestiques. Moi, ma dernière question, ce sera sur la vénérologie. Vous êtes vénérologues tous. Oui. Est-ce qu'il y a eu une chute très importante pendant les confinements de la vénérologie? Alors, je ne pense pas qu'on puisse, là encore, dire qu'il y a une chute des maladies sexuellement transmissibles. Il y avait moins de possibilités de transmettre. Alors, peut-être moins de possibilités de transmettre, mais bon, il faut quand même rester méfiant parce que, en dehors de cette période de Covid, ce qu'on voit, c'est quand même une augmentation des maladies sexuellement transmissibles. Donc, je pense qu'il faut quand même rester vigilant. Rester vigilant et quand même recommander toujours Mais il n'y a pas eu de baisse importante comme les accidents de la route, par exemple, puisque c'est des accidents de la vie, les maladies sexuellement transmissibles. Vous n'avez pas noté ça? Je veux dire, il n'y a pas eu d'article disant... Alors, personnellement, je ne l'ai pas noté dans ma pratique. Non, mais dans la littérature. Je ne l'ai pas non plus vu dans la littérature aujourd'hui. Moi, je vais vous demander une conclusion, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Si vous aviez un mot à dire aux médecins qui nous regardent, alors je vais être un peu trivial, c'est qu'il faut mettre au moins une fois à poil tous ces malades par an? Alors vraiment, je vous remercie de faire cette suggestion parce que je pense que voilà, le généraliste est vraiment le médecin clé pour, on va dire, orienter un patient vers le dermatologue ou même prendre en charge certaines pathologies dermatologiques qui sont plus aisées. Et donc, effectivement, déshabiller ces patients une fois par an,
pour essayer de voir s'il y a effectivement un risque. On va dire le plus important, c'est le dépistage du mélanome qui tue encore. Et repérer ces mélanomes, c'est très important. Donc oui, l'examen de la peau de tout le tégument est très important. Je sais que les médecins généralistes sont débordés, ils ont peu de temps, mais voilà, s'ils peuvent le faire au moins une fois par an, c'est très bien. La plupart disent qu'ils le font. Quand on demande aux malades, la plupart disent que c'est pas fait. Donc là, c'est le colloque singulier, on ne peut pas rentrer dessus. C'est clair que vous avez dit que les généralistes sont très occupés, mais que vous allez l'être moins, et que vous allez maintenant faire en sorte que les dermatologues voient encore plus de malades pour faire plaisir à Nicolas, qui en a marre de trouver les portes fermées. Surtout aux patients. Merci Nicolas. Merci Jean-François. Pas de conclusion à faire, si ce n'est qu'on a appris pas mal de choses. Oui, et qu'on n'a pas tout traité, loin de là. On n'a pas tout traité, je reviendrai. Vous reviendrez, oui, parce que vous savez que c'est sa première émission de télé, elle était anxieuse, mais vous êtes excellente et vous viendrez nous parler un petit peu peut-être de sujets plus détendants qu'est l'esthétique. Cette émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.